On va passer la parole au professeur Olivier Johannes Boyau qui va nous parler des apports hydriques péropératoires. Merci Marie-Laure, bonjour à tous. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Bon, bien, c'est moi. Et donc je vais vous parler effectivement de gestion des apports hydriques péropératoires. Donc on a 10 minutes, donc on va se limiter. Je vais vous envoyer des grands principes comme ça, et il va falloir me croire sur parole. Donc j'ai des liens d'intérêt, mais qui ne sont pas en lien avec cette présentation, donc il n'y a pas de souci. Alors, la gestion des apports hydriques, ça va être deux questions en une en fait. Ça va être combien, pour éviter de ressembler à ça ou d'être tout fin, et ça va être quoi. Et quelle soluté? Alors, on commence toujours par celui-là, et malheureusement, on finit toujours par celui-là. Hein. Ça, on est tous logés à la même enseigne. Et au milieu, certains mélangent plusieurs. Et donc, on va voir que c'est à peu près pareil de ce qu'on va faire au bloc opératoire. Donc, déjà, première notion majeure, le remplissage vasculaire est fait pour restaurer la volémie. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de problème de volémie, on n'a pas nécessité à faire du remplissage vasculaire. Notion importante. Alors, en médecine, vous savez, on est toujours d'un paradigme à l'autre, et puis le balancier va trop d'un côté ou trop de l'autre en fonction de l'évolution et des études. Donc, à une époque, on remplissait beaucoup, vous savez, on compensait le jeûne, donc on laissait la moulette ouverte, et puis on mettait 1 litre pour compenser le jeûne, etc. Et donc les patients sortaient avec trop de remplissage, souvent dont ils n'avaient pas besoin. On a montré au fur et à mesure du temps, que ce soit au bloc ou en réanimation, que la surcharge hydrosodée était délétère, notamment pour le rein, mais pour d'autres causes. Donc, on a dit il faut serrer les vannes. Et donc, on est parti sur du restrictif. Et évidemment, on est parti trop loin sur le restrictif et on a commencé à restreindre tout le monde. Et là, on s'est retrouvé dans l'autre côté, c'est-à-dire que des patients sont sortis hypovolémiques du bloc opératoire. Et nos amis suivantes. Les amis australiens et néo-zélandais ont fait une étude très intéressante, là, vous voyez, en 2018, où là, ils ont étudié restrictif versus libéral pour la chirurgie majeure. Donc là, c'était la chirurgie abdominale majeure, ça marche pour le vasculaire, la néphro, etc. Vous voyez qu'ils ont vraiment fait une grosse différence de remplissage, hein, c'est le double. Hein, c'est le double, 1,6 litre versus 3 litres, et 3,6 litres versus 6 litres sur les 24 premières heures. Donc c'est vraiment deux stratégies opposées. Diapo suivante. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? Qu'il y avait plus d'insuffisance rénale dans le groupe qui était restrictif. Donc, attention, comme toujours, le balancier ne doit pas aller trop loin. Donc, le restrictif pour des patients qui n'ont pas besoin de remplissage parce que leur volémie est préservée, de l'ophtalmo, de l'ORL, du périphérique, oui. La chirurgie majeure, de faire du restrictif, ça augmente l'insuffisance rénale. Donc, on doit quand même avoir un remplissage suffisant pour ces patients-là, sinon ils vont être hypovolémiques et là, ils auront une insuffisance rénale. Alors, autre notion majeure à retenir, les solutés sont des médicaments et ils sont référencés comme tels à la pharmacie. C'est-à-dire que, comme tous les médicaments, vous devez connaître leur composition. Et en plus, ce sont les médicaments que vous utilisez le plus en anesthésie et réanimation, parce que vous en utilisez tout le temps, tous les jours, et dans des volumes très importants. Donc, vous devez connaître leur composition et leurs potentiels effets secondaires ou autres. Donc déjà, on va éliminer les HEA et les autres colloïdes, puisque les HEA, on ne les a plus sur le marché. Certains petits malins sont allés rechercher dans des vieux placards des gélatines qui traînaient et qui avaient été évidemment rangées là parce qu'on utilisait les HEA. Eh bien non, on n'utilisait déjà plus les gélatines parce qu'il y avait les HEA, donc on ne va pas les rechercher sous prétexte qu'on a viré les HEA. D'abord parce que le risque avec les gélatines sur l'insuffisance rénale est le même qu'avec les HEA, mais en plus, les gélatines donnaient de l'allergie, plus d'allergie. Donc c'est pour ça qu'on les avait virées au bénéfice des HEA. Donc non, on ne va pas rechercher les gélatines dans les placards et on vire tout ça, on n'utilise plus ce type de soluté qui donne évidemment de l'insuffisance rénale aiguë comme les HEA et plus d'allergie. Donc en 2016 déjà, alors qu'il n'y avait pas des masses d'études, mais il y en avait quand même qui montraient notamment une grosse étude de 15 000 patients aux urgences et 15 000 patients en réa, donc ça faisait 30 000 en tout, de Vanderbilt, montrait quand même qu'il faut préférer les solutés balancées en cas de remplissage vasculaire important. Et on avait fait ce référentiel à la SFAR en 2016, et le référentiel Cadigo aussi disait la même chose.
On a refait ensuite un référentiel en 2021 sur le remplissage spécifique dans les situations spécifiques. Donc ça sort un petit peu du bloc opératoire, mais il y a certaines situations qu'on retrouve au bloc opératoire, notamment l'hémorragie, le choc hémorragique, le choc septique qu'on va avoir quand même au bloc opératoire. Et là, dans ces conditions-là, selon la littérature, on a dit on préfère les solutés balancées pour éviter l'insuffisance rénale aiguë versus le NaCl. Nous pourrons en débattre avec notre ami un néphrologue, on en discute régulièrement. Mais à l'époque, on avait recommandé ça. Alors pourquoi? Il y a eu plein d'études dans la littérature, je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y en a eu beaucoup. Et il y a eu surtout 2 études qui sont sorties dernièrement qui montraient NS entre NaCl et soluté balancée. C'est l'étude BASIX des Brésiliens et c'est une étude australo-néo-zélandaise. La différence avec l'étude de Vanderbilt, par exemple, qui montrait un bénéfice pour les balancés, c'est que tous ces patients dans ces études-là ont reçu du remplissage avant la randomisation. Et des fois, important, ce remplissage. Donc, là, notamment pour l'étude BASIX, ils ont fait une analyse post-hoc sur les patients avec le remplissage pré-inclusion. Et là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, que ceux qui ont reçu des balancés avaient moins d'insuffisance rénale que ceux qui avaient eu du NaCl, et ceux qui avaient eu du NaCl avaient plus d'insuffisance rénale que les autres. Donc, même avec leur NS sur leur grosse étude randomisée, quand ils regardent ceux qui ont reçu du remplissage avant et ce qu'ils ont reçu avant, eh bien, ils retombent sur le bénéfice des balancés. Donc, il y a clairement plus qu'un faisceau d'arguments maintenant pour dire les balancés amènent moins d'insuffisance rénale que le NaCl, et surtout, je vous mets au défi de trouver une seule étude correcte dans la littérature qui montre un bénéfice du NaCl sur la fonction rénale. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Donc, pas d'étude en faveur du NaCl. Au mieux, c'est NS. Donc, on fait des balancés. Alors, les balancés, il y en a plein. Vous voyez le plasma? Il convulse à ma droite. Là. Il n'est pas d'accord? Oui, monsieur normal, c'est un problème. Mais il ne fait pas de bloc, lui, donc il ne peut pas savoir. Donc, vous avez le plasma. Donc, évidemment, il faut se rapprocher le plus possible du plasma quand on fait du remplissage. Hein, c'est normal. Vous voyez le NaCl, bon, bah, c'est n'importe quoi. Hein, c'est pas du sérum, c'est pas physiologique, hein, puisque c'est pas du tout en accord avec le plasma. Et puis, vous avez ces trois-là qui n'ont pas les mêmes composants, et donc il faudra utiliser quand même un petit peu différemment. Le ringère lactate, par exemple, il est un peu hypotonique, c'est très bien pour la réhydratation, ça ira dans le secteur intracellulaire et extracellulaire, et puis les autres, vous voyez, il y a des petites différences. Et alors, l'argument qu'on sort souvent, moins maintenant parce qu'à force le message passe, mais enfin quand même, c'est le message qui sortait, c'est « Ah oui, mais j'ai du potassium dans ces solutés balancées, je ne peux pas l'utiliser chez mes patients à risque d'hyperkaliémie ou s'ils ont de l'hyperkaliémie. » Et je dis, on s'en fout. Et pour montrer qu'on s'en fout, on va faire des mathématiques de primaire. On a 6 litres de sang à 6 millimoles de potassium, le patient est hypercalémique, on est d'accord. Je mets 2 litres de ringère qui ont 4 millimoles par litre de potassium. Jusque-là, tout va bien. Ça fait donc 36 millimoles plus 8, on est d'accord. Ça fait 44 millimoles pour 8 litres, hein, les 6 plus 2. Et j'ai baissé mon potassium, j'ai baissé la calémie du patient en faisant du remplissage avec un soluté qui contient du potassium. Bon, alors, certains ne comprennent rien aux mathématiques, je vous l'accorde. Donc, on a fait des études. Quoi de mieux qu'un patient transplanté rénal pour voir ce que donnent des solutés qu'on lui donne, puisqu'il n'a aucune possibilité de réguler ses ions, il n'a plus de rein. On est d'accord, monsieur le néphrologue, il n'a plus de rein. Donc, on lui met soit du ringère lactate pour du remplissage, du ringère lactate qui a... Le rein après la transplantation, normalement, ça revient. Oui, mais là, c'est pendant, là. Donc là, c'est pendant. Donc là, il n'en a plus. Il n'a pas encore le nouveau et il a l'ancien qui est pourri. Donc ça ne marche pas. Donc, on lui met du ringère qui a 4 millimoles. Et voyez, le potassium ne va jamais au-dessus de 6. On lui met du salé qui n'a pas de potassium dedans. Eh bien, c'est les seuls pour lesquels le potassium va monter au-dessus de 6. Eh bien oui, il n'y a pas de potassium, mais ça fait quand même monter le potassium, parce que le potassium sort de la cellule pour des raisons d'échange d'ions, notamment avec le chlore, et de l'acidose métabolique, et donc le NaCl, c'est plus à risque d'hyperkaliémie que les autres. Globalement, on n'aura pas de risque d'hyperkaliémie chez nos patients si on met un soluté dont la concentration en potassium est inférieure à la kaliémie du patient en dehors du NaCl. Donc, pas de PG5, puisque je vous rappelle que c'est 2 grammes de KCl dans le PG5. La masse molaire, c'est 13, donc ça fait 26 millimoles. On ne peut pas remplir au PG5, sinon c'est l'hyperkaliémie. Là, pour le coup, c'est sûr. Dernière petite notion qui est intéressante. Vous voyez ici, on avait pris des volontaires sains et on leur a envoyé du liquide dont ils n'avaient pas besoin, ce qui est la majorité de nos patients au bloc opératoire.
Si vous leur mettez du liquide dont ils n'ont pas besoin ou très peu besoin, eh bien, il vaut mieux leur mettre un soluté qui est hypotonique parce que vous voyez, c'est le seul avec lequel on peut avoir une bonne régulation de la balance hydrosodée et de la diurèse, mieux qu'avec un soluté isotonique. C'est pour ça que le ringerlactate, c'est mieux pour la réhydratation des patients au bloc opératoire, pas le remplissage vasculaire. Et donc, globalement, attention, one size does not fit all. On ne met pas la même chose à tout le monde, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Je vous remercie pour votre attention. 10 minutes pile.